Voilà, donc... Alors, c'est dans le cadre de l'analyse événementielle dans laquelle va rentrer évidemment l'analyse des élections. Bon. Tu comprends? J'ai analysé les élections, j'ai analysé le thème du jour aujourd'hui, et puis là, comme c'était un événement dont on a beaucoup parlé et qui amuse énormément mes élèves, enfin, si on peut dire, là, ce qui est très intéressant dans cet événement récent et dont on a beaucoup parlé, qui est le naufrage du Costa Concordia, c'est que ce genre de choses arrive parce que le thème du capitaine est incompatible avec le thème du bateau. En anglais, un bateau, on ne dit pas un bateau masculin, on le met au féminin, on dit une bateau, she. Donc ça veut dire qu'on considère que le capitaine et son bateau forment un couple, et si le chef, l'homme, ne sait pas manier son bateau, ne sait pas l'écouter... Il y a un mismatch. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est plus possible. Et à ce moment-là, c'était déjà passé comme ça dans le Titanic. Le thème du capitaine du Titanic était incompatible avec le bateau lui-même. Et là, on retrouve le même problème. Voilà tu as le thème du bateau Oui, on va avoir le thème du bateau. Ah oui, d'accord, très bien. Sûr. Je te rapproche. Donc on parle de la compatibilité entre... Voilà, Est-ce que ça suffit? Oui, oui, je pense. De toute façon, moi, je peux agrandir. J'ai un zoom. Un petit peu flou. Je peux peut-être... Regarde, je vais peut-être là, focus. Regarde, c'est peut-être un petit peu plus... Oh, là, regarde, c'est un petit là, c'est bien. Là, c'est parfait. Là, c'est bien. Oui. Ah, je suis enchantée d'être avec quelqu'un comme toi qui connaît la technique. Oh, si on peut dire, oui. Que moi, c'est un petit peu... En tout cas, c'est toi qui le fais, là, en l'occurrence. Alors, tu vois, ce qu'il y a d'intéressant dans la comparaison entre le thème du capitaine Schettino et le thème du bateau Costa Concordia qu'on lui a confié, c'est qu'ils sont incompatibles. Le capitaine Schettino, il a un thème dont on peut remarquer que toutes les planètes sont au-dessus. Voilà. Donc, c'est un gars qui fonce, on peut le comparer lui-même, ce capitaine, à un bateau qui a que des voiles et puis rien dans la coque. Tu vois, c'est-à-dire... Et alors, là, en dessous de la ligne d'horizon ascendant-descendant, tu as donc Mars, et un Mars qui est exalté en Capricorne, la position de Mars est bonne, mais ce Mars est conjoint à la Lune noire, et alors moi j'interprète la Lune noire comme le désir majeur qui motive toute la vie. Alors Mars conjoint à la Lune noire, ça veut dire que c'est un homme qui veut toujours agir de façon à être reconnu comme un homme et à être le chef et à être le mec, et il en fait un petit peu trop dans ce domaine, tu vois. Déjà, il semble qu'il y avait quelques dames, quelques passagères clandestines dans les cabines, dans la sienne, pour commencer. Bon, alors déjà pour la frime et les nanas, c'était ça. Et alors, ce qu'il y a de calamiteux, tu notes bien, vous notez bien, le Mars en Capricorne opposé au Saturne. Attends, pardon, excusez-moi, je me trompe. Le Mars ici, et je me suis trompée dans ce que j'ai dit. Tu as bien raison. Le Mars est en Cancer, opposé à Saturne Capricorne. Les deux planètes sont... la planète, c'est Saturne qui est très fort, puisqu'il est, Saturne, il est dans son signe. Et il est opposé au Mars. Et le malheur, c'est que le bateau, lui, le pauvre bateau, il a la Lune juste sur le mauvais angle, juste à l'endroit où il ne faut pas. Le bateau, on va le voir tout à l'heure, il a le Soleil juste sur le Mars du capitaine. Mars mal aspecté, Mars violent, tu vois. C'est un mec qui est peut-être violent, tu vois. En tout cas, il a été violent avec son bateau. On va voir tout à l'heure le thème. Donc le Soleil ici du bateau en Cancer va recevoir un mauvais rayon de Saturne Capricorne, et lui il va l'envoyer sur les rochers comme un chauffard des mers, tu vois. Bon, alors on va passer au thème. Et alors c'est un type qui n'a pas suffisamment de réflexion et de maturité, il n'a pas de planète en dessous de l'horizon, et ça, dans ce cas précis, ça laisse un peu à désirer en matière de réflexion. Alors on va regarder le thème du bateau. Voilà, là on arrive au thème du bateau, tu vois? Oui. Tu vois bien? Alors le thème du bateau, on voit ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le bateau... Ah non, attends, je me trompe.
le bateau... Non, non, attends, je me trompe. C'est pas ça. C'est le naufrage, là. Ça, c'est le naufrage, c'est pas ça. Parce que je me rappelle que le bateau était un bateau très femelle, est un bateau cancer. Ça, c'est le naufrage. Alors, on va regarder. Est-ce que c'est ça, le thème du bateau? Thème du jour. Non, c'est le thème du jour. Bon. Alors, le bateau, Le bateau. c'est ça? Tu me Non, vois? c'est toujours le thème du jour, c'est pas le bateau. Ça, c'est Eva Jolie. Bon, alors C'est pas le bateau. alors on recule. On recule. Ah, on a zappé le premier, donc. Mais oui, Bon, c'est le alors, premier, en fait. tu as absolument raison. C'est ça? Eh ben oui, c'est le Ah baptême. non, regarde. Tu vois, ça s'est pas stabilisé. Non, ça c'est Je l'ai Franceschi. vu passer. Ça c'est le capitaine, oui. Je l'ai vu passer. Bon. C'est ça? C'est ça, voilà. Bah, ça y est, je commence à apprendre un petit peu de technique. Alors, tu vois, regarde, c'est bien ce que je te disais. J'avais bien repéré que le thème le bateau, il avait le soleil en cancer. Et oui, alors qu'il a son Mars en cancer. Donc, le Mars du capitaine qui est violent, qui est mal aspecté, puisqu'il il est agressé par l'opposition à Saturne, se plante juste sur le soleil, et il y a le cancer, le Saturne du capitaine en face, et vloum, tu vois. Donc, on peut dire qu'il a assassiné son bateau. On peut dire que c'était pas franchement compatible, tu vois. Alors, il y a des tas d'autres aspects où on peut montrer, il y a encore d'autres aspects où on peut montrer que le bateau et ce capitaine-là étaient incompatibles. Mais cet aspect est déjà énorme puisque c'est le soleil du bateau, qui est donc l'âme du bateau, on peut dire, l'essence même du bateau, qui est agressé par le capitaine. Mais le problème, c'est qu'il n'y a... Le problème, c'est qu'il a ce bateau, c'est pas la première fois qu'il était sur le bateau, ce monsieur. Je ne sais pas. Je peux pas Parce te que là, dire. on n'a pas de configuration contextuelle, là. C'est-à-dire- Là, on compare deux thèmes. Oui. Mais on ne sait pas pourquoi ça s'est produit à ce moment-là. Il aurait fallu expliquer pourquoi ça devait éclater à ce moment-là. C'est comme dans un divorce, deux personnes peuvent avoir des thèmes qui ne vont pas, et il faut déterminer à quel moment ça va éclater. Alors on peut voir le thème du naufrage, mais tu sais, il y a le carré Saturne-Pluton en Capricorne qui arrange pas les choses. Oui. En ce moment, tu vois. En ce moment, le thème, tu vois, en ce moment, on a Pluton qui rentre en Capricorne, pas loin. Je crois que c'est mon truc qui a couiné. Et qui a... Non, c'est moi, c'est moi. C'est toi, parce que c'est pas moi qui ai plus de jus. Non, c'est mon appareil qui fait ça. Ah, moi j'ai parfaitement du jus. Voilà. Donc là, on est toujours sur le baptême. Hein. Mais le jour, tu pourrais peut-être me mettre le jour de... C'était marqué le jour de l'accident. Oui, alors le jour de l'accident, ça ne peut être que... Ça devient... Alors... C'est un des 4 premiers. C'était avant, on l'avait vu avant. C'est pas le premier, parce que le premier, c'est le baptême. Ça va être le 3e. Enfin, je sais pas, tu as la liste. Reviens au menu, Marguerite. C'est quoi ça, tu vois? Ben ça, c'est le baptême. C'est ça. Non, alors, là maintenant, on veut, on veut le jour de l'accident. Voilà. Non, bon. Ça, c'est les Julie de mon fils, c'est pas la peine. Voilà, ça, c'est quoi? Toujours le baptême. Alors, le naufrage... Alors, qu'est-ce que ça te dit, le naufrage? Oui. Alors, le naufrage, je vois que... Eh ben, tu vois, regarde, il y a un paquet de bazar sur le Capricorne. Ah oui. Qui alors là, c'est très très lourd, parce que ça s'oppose au soleil cancer du bateau. Et regarde, il y a le soleil, la part de fortune, Mercure et Pluton, qui sont tous en Capricorne, à courir après le bateau, tu comprends, c'est trop lourd. Avec le thème du capitaine qui s'en mêle. Alors c'est le truc, tu vois, tu as le Saturne du capitaine, plus conjoint au soleil en transit, à la part de fortune en transit, qui là c'est la part d'infortune, à Mercure, donc il y a eu une incompréhension entre le bateau et le capitaine, et Pluton qui n'arrange pas les choses. Il faut peut-être rappeler qu'il a pris des risques, hein, c'est ça? Oui, il a pris des risques et il était éméché. Ah bon? Il était éméché? Ah oui, parce qu'il y avait une fiesta sur le bateau. Il y avait une fiesta, tout le monde buvait, tout le monde rigolait. Tu sais, c'était un moment du soir. C'était fiesta, il paraît qu'il était passablement éméché. Et
on ne sait pas très bien si c'est lui ou si c'est... Oui, mais enfin, il avait une équipe autour de lui qui était... Oui, alors on ne sait pas si c'est lui ou son second qui a donné le coup de barre. En tout cas, c'est lui qui a donné l'ordre, qui a dit approchez-vous le plus près possible Oui, d'accord, enfin... pour montrer l'île Oui. au cuisinier, mon copain. Tu vois, c'était un truc comme ça. D'accord, voilà, non, pour resituer, parce que tout le monde n'a pas ça en tête. Oui. En tout cas, n'aura pas indéfiniment cela en tête. Bien entendu. Et donc, il a soit barré lui-même, soit donné l'ordre de le faire à son second, d'approcher le bateau le plus près des côtes, sans surveiller jusqu'où on pouvait aller, tu comprends? Oui, bien sûr. Et puis tout d'un coup, on a entendu un grand boom, ça y est, on avait touché, et on a commencé à couler, il y a eu une énorme brèche. Et alors le capitaine a fait ce qu'on ne fait jamais, c'est-à-dire il s'est embarqué tout de suite sur une chaloupe, le premier, il a abandonné un port à Saint-Malo, ils n'en revenaient pas. C'est le truc, parmi les gens de mer, c'est la trahison, c'est l'ignominie, un capitaine ne fait jamais ça, jamais, jamais, c'est impensable. Et alors il a pris une chaloupe, Cédric lui a dit mais vous êtes où? Et il a compris, je sais pas, que lui était à terre. Et son supérieur dans la capitainerie du port de Livourne lui a dit remontez à bord Schettino. Et il a dit je peux pas, le bateau est couché. Et puis il a jeté son ordinateur, ce qui fait qu'il y a des manœuvres qu'on ne sait pas. On a retrouvé les boîtes noires, mais il y avait un ordinateur sur lequel étaient marqués des tas de choses et il l'a jeté à la flotte. Tu comprends? On l'a pas retrouvé. On a retrouvé par contre la boîte noire, qui va donner des tas. La boîte noire qui était un grand sac orange, d'ailleurs un grand bidon orange, qui va donner des tas de renseignements. Donc on va savoir exactement ce qui s'est passé. On va résumer tes positions. C'est pas qu'ils voient Hollande passer, c'est qu'ils voient que les élections auront lieu comme elles ont toujours eu lieu, c'est-à-dire normalement. Et toi, tu as des informations dont on aimerait savoir d'où elles viennent, qui te font penser qu'il y aura peut-être un premier tour, mais pas un second tour, enfin des trucs comme ça. Bon, ça veut dire que il n'y aura peut-être pas de second tour, si le candidat de la majorité l'emporte, s'il y a un candidat qui emporte, il peut y avoir qu'un seul tour éventuellement, s'il a la majorité des voix. Alors, si au premier tour, dès le départ, il y a la majorité des voix d'un candidat, il n'y a pas besoin d'un second tour. C'est rarissime. Ça c'est presque jamais produit en fait, jamais produit. Moi j'ai l'impression, si tu veux, l'impression. Il y a toujours eu ballottage jusqu'à présent. Je vais te dire, l'impression que j'ai en sondant avec la radiesthésie, c'est que ça ne se passe pas normalement. Oui. C'est que ça ne se passe pas comme prévu. Non. C'est que ça ne se passe pas bien. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Et alors ça c'est en radiesthésie si tu veux. Oui. Ça ne se passe pas bien. Non. Et tu sais François Ferval-Chanu qui s'occupe des présidents, secrétaire général des radiesthésistes. Je ne sais pas s'il voudrait qu'on le cite, j'en sais rien. Il me dit, pour moi les élections, je les vois pas, ou je les vois mal, et ça se passe pas bien, et je les sens pas. Quand il dit je les sens pas, ça veut dire qu'il y a des problèmes, tu vois. Alors, beaucoup de gens voient passer Sarkozy, il a un bien meilleur thème que Hollande, ça c'est certain. Mais est-ce que c'est Sarkozy réélu, ou est-ce que c'est Sarkozy reconduit parce qu'on suspend les élections pour cause de guerre civile, de troubles sociaux? Alors, la possibilité des troubles sociaux, moi, je la sens très fort. Les troubles sociaux qui pourraient aller jusqu'à empêcher le déroulement des élections? Mais oui. On n'est pas là pour l'instant. Tu sais, les dernières élections ont coûté 207 millions d'euros. Oui. Et c'est pas sûr qu'ils aient tellement d'argent dans les caisses. Non, mais ils peuvent pas se permettre de... ils vont dépenser, si ça se passe mal, qu'il y a des mouvements de foule, des guerres civiles, des machins, etc., ils vont devoir faire des tas de dépenses policières, gendarmes, etc. Non, mais on n'a jamais annulé des élections pour une raison économique. Reporté. On n'a jamais reporté une élection pour quelque raison que ce soit. Sous la Ve République, ça n'existe pas. Si, ça a eu le cas. Non. Mais si, ça a été... Si tu regardes l'histoire, oui, bien sûr. Oui, il y a eu des élections reportées, repoussées. Ah oui, mais c'est exceptionnel, c'est pas sous la Ve République en tout cas. C'était sous la Troisième République. Pas sous la Ve République, mais sous la Quatrième, dans d'autres pays, d'autres histoires. Ah, dans d'autres pays, alors là, ça c'est évident, dans d'autres pays, c'est clair. Bah, oui. On n'est pas dans une république. On n'est pas dans une république bananière. On n'est pas en Afrique. Qu'est-ce que tu veux qu'on regarde des thèmes alors justement, ce qui est intéressant, c'est la dialectique entre l'information radiesthésique
Apparemment, l'information astrologique ne suffit pas, ne suffirait pas. Mais on est bien d'accord que nous ne sommes pas capables, ni moi, pourtant je suis très ancienne dans le métier, je le fais depuis très longtemps, mais ni moi ni d'autres ne sommes capables de répondre à toutes les questions par l'astrologie, tu vois. Voilà. C'est un outil formidable, mais on ne peut pas répondre à tout. D'abord, il y a une part de liberté humaine, tout de même, malgré tout, tu vois. Alors moi, je me demande, en venant ici, je me suis demandé, Dorothée, si on ne pourrait pas interroger quelqu'un dans l'au-delà, si on peut dire, Ben, c'est ce que je fais ça. qui pourrait nous parler de cette affaire. Mais moi, Je pensais par exemple à Georges Pompidou, par exemple. je ne communique pas les décédés célèbres. D'accord. Je ne prends que les contacts que Bon, je d'accord, connais. d'accord. C'est-à-dire que, tu comprends, c'est tout de même un petit peu terrifiant d'avoir des contacts de l'autre côté, on ne sait pas sur qui on tombe. Et moi, par sécurité, j'ai toujours les mêmes contacts, tu comprends. Oui. J'ai mon père que je connais bien et qui est ici que je connais bien. Et c'est les deux auxquels je pose des questions, tu comprends. Bon, maintenant, j'utilise l'astrologie et la radiesthésie comme support de voyance, tu vois. J'utilise la radiesthésie, c'est finalement, à partir d'un certain temps, d'un certain moment, c'est une forme de voyance. Sûrement. Bon, je m'appuie également sur les thèmes, tu comprends. Quand je vais regarder les thèmes, il y a des gens comme le pauvre Hollande, il a un très mauvais thème, je ne le vois pas passer, avec un thème avec la maison 10 complètement vide, qu'est-ce que tu veux faire? Mais oui, mais ça, c'est la tradition astrologique. Là, on n'est pas dans la voyance, là. Non. C'est un savoir astrologique. Non, mais justement, non, mais. Je suis 10 000 fois d'accord. Non, mais là, c'est pas de la voyance, c'est la tradition astrologique qui est valable ou qui n'est pas valable, c'est un autre problème. Je distingue très bien la tradition astrologique, la pratique de la radiesthésie qui est autre chose, c'est pas obligatoire, c'est différent de l'astrologie, et la pratique de la médiumnité, je pratique les trois, je peux les pratiquer ensemble ou séparément. Oui, Mais l'astrologie elle-même ne te sert pas de support de voyance ou si? Parce que là, par exemple, quand tu fais, parce que là, tu donnes des choses très, très connues en astrologie. Malheureusement, le thème est un déclencheur. C'est quand même Hollande, quelqu'un qui est porté comme il l'est actuellement, c'est déjà une performance. Oui. Même s'il n'est pas élu, c'est déjà une performance qui implique que ce soit dans son. C'est déjà que le thème soit celui de quelqu'un qui puisse avoir été porté à ce point-là par l'opinion, quand bien même, in extremis, ne serait-il pas élu. Là déjà, on va à l'encontre de ce que dit la tradition astrologique. Parce que Hollande, finalement, même s'il n'est pas élu, il a quand même un profil de quelqu'un qui aura eu qui aura joué un rôle important. Il a un thème qui est assez brillant malgré tout, tu vois, il n'a pas un mauvais thème. On va regarder Hollande. Est-ce que tu vois si je passe Hollande? Bah oui, je te le dis, oui. C'est Hollande? Non, c'est toujours le bateau, ça. C'est Eva Joly. Bon, alors on va essayer d'arriver jusqu'à Hollande. François Bayrou. Encore un effort. Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen. Voilà, très beau thème. Regarde les 4 planètes en haut du milieu du ciel. Regarde comme oui, je me souviens de ta conférence, oui, effectivement. Regarde ça, mais regarde ça. Oui, bon, je ne suis pas un grand amateur de ce genre de choses, mais enfin. Mais, oui, je sais bien. Alors, Nicolas Sarkozy. Il a deux belles planètes. Regarde, il a tout de même Jupiter et Uranus en milieu du ciel. Ben oui, mais il les avait déjà il y a 5 ans. C'est ce qui lui a permis de triompher de Ségolène Royal qui avait un milieu du ciel vide. Oui, donc ça c'est ta théorie, effectivement. Tu vois, il y avait les deux. Ségolène Royal avait beaucoup de choses séduisantes. Elle était belle, elle était élégante, elle se présentait bien, elle jaspinait bien, mais tout de même avec un peu de flou, et on a fini par s'en apercevoir. Alors, attends, on va trouver Hollande. Hein. Ça va être le suivant. C'est ça, Hollande? Non. Non, ça c'est le thème. Alors voilà, pour l'instant on ne trouve pas Hollande. Hein. Alors regarde, Hollande. J'espère que j'ai rien cassé. Attends, j'ai tout de même vérifié. Non. Alors écoute, regarde. Tu vois, Hollande, il n'y a rien sur le milieu du ciel. Il y a beaucoup de choses en 3, en 4, qui est la nation tout de même, et beaucoup de choses en 3, ce qui fait qu'il est très intelligent, et beaucoup de choses en 4, qui est tout ce qui concerne la famille, la nation, la patrie, oui. Attends, tu sais, je vais m'arrêter une seconde, et je vais quelque chose... Bon, alors, tu as vu Hollande, donc tu vois que Hollande, il a tout de même un milieu du ciel vide, hein, regarde. Oui. Il a une maison 3, très très habitée, donc il a beaucoup d'habileté certainement, tu vois.
d'habileté, de culture, de connaissance. Toi, tu as une façon de travailler l'astrologie qui est assez intéressante parce que on a l'impression que tu attaches plus d'importance aux maisons qu'aux signes, à la limite. J'ai découvert la grande importance des maisons. À un moment, tu vois... Pour toi, la maison 3, c'est carrément le Gémeaux, enfin, je sais pas. Oui, Enfin, tu vois, ça n'est pas enseigné du tout. Et je me suis rendu compte, dans la pratique astrologique, je me suis rendu compte que les maisons avaient une importance colossale. Ouais, oui. Tu vois, toi, j'avais un mari qui était Verseau, qui se conduisait tout le temps comme un bébé du Cancer. Je me disais pourquoi. Je me suis aperçu qu'il avait le soleil dans la maison du Cancer. Je me suis dit, ben la voilà, maison 4, tu veux dire. 4, exactement. Oui. La maison analogique au Cancer. Oui. Donc son Verseau, il faisait un effet Cancer, tu comprends. D'accord. Alors j'avais sans arrêt en face de moi Ah un oui. Cancer très attardé, et pas vraiment un Verseau, tu Ah comprends. oui. Ah, je me suis dit, mais les maisons jouent Ah oui, non, oui, c'est ça. beaucoup. Alors tu vois, Oui. regarde, Hollande, c'est pareil. Il a le soleil en 4. Donc ce que je peux dire, c'est qu'il y a une certaine immaturité, tu vois, que sa femme d'ailleurs n'a pas, que sa compagne Ségolène n'hésitait pas à dénoncer à une époque, tu vois. Il y a un côté enfant, tu vois, enfant joueur. Tu sais, c'est le bon copain, charmant. On aimerait l'inviter à un dîner parce qu'il doit être gai, gentil, cultivé, faire rigoler tout le monde, mignon. Oui, oui. Un côté comme ça, effectivement, chez lui. On n'a pas besoin d'être astrologue pour le noter, d'ailleurs. Mais effectivement. Oui, bon, alors donc, effectivement, tu penses que, par définition, moi, je dis qu'à la limite, il aurait même pas, à t'entendre, il aurait même pas dû, il aurait même pas dû être dans la position où il en est actuellement. Énormément de mal à soutirer l'énergie de la maison 3 et de la maison 4 et à la mettre dans la maison 10, tu comprends. Il y a toute une partie de son énergie qu'il ne met pas vraiment, et d'ailleurs il passe pour un feignant dans les dossiers. Oui. Tu sais, il s'est ridiculisé avec le nucléaire et le PR parce qu'il n'a pas... il a tenu des propos où tout le monde a compris qu'il n'avait pas potassé, il n'avait pas vu la différence entre le plutonium, l'uranium, le MOX, il n'a pas compris que le PR marchait au MOX. Enfin, tu vois, il s'est planté. Et parce qu'il n'a pas vraiment potassé les dossiers. Parce que toute l'énergie qui est en 3 et en 4, il a le plus grand mal à aller la mettre en 10. D'accord. Mais cela ne nous explique pas pourquoi cette élection va mal se passer. Parce qu'en définitive, nous sommes en France, en République, on imagine, c'est d'autant plus intéressant. Pour annoncer des choses évidentes, c'est pas intéressant, mais si tu annonces des choses qui ne sont pas évidentes, là, ça devient intéressant. Si tu arrives parce que tu as si tu peux annoncer quelque chose qui était si peu imaginable, c'est très bien. Parce qu'on est sous ce carré qui n'arrive pas tout le temps, ce carré Pluton-Uranus qui est extrêmement violent. Tu as Uranus qui est la révolte et la révolution, qui est chauffé par le bélier. Uranus rentre en bélier, qui va le chauffer, ça explose. C'est l'inattendu explosif. Oui, mais ça ne concerne pas, alors à ce moment-là, ça ne concerne pas uniquement la France. Ah, est-ce que ça veut dire qu'on aurait les mêmes problèmes avec toutes les mondial. élections mondiales? Mais regarde, ça pète partout. Ah bon, alors donc ce serait pas un phénomène français en fait? Non, c'est mondial, ça pète partout. Et ça empêcherait, parce que c'est dans 2 mois, même 60. Ça empêcherait d'ici 2 mois, Écoute, il pourrait y avoir l'histoire iranienne, c'est la chose qui paraît la plus évidente. Le phénomène le plus évident qui pourrait se produire à vue de nez, ce serait une conflagration en Iran. Il y a un deuxième programme évident aussi. Il y a un deuxième quelque chose, quand tu parles avec des banquiers sérieux et honnêtes, ils te disent on a raccroché les wagons pour l'euro provisoirement, mais un de ces jours, ça va repéter et très gravement. Ça, plusieurs banquiers... Je ne pense pas que ça aboutirait à reporter les élections présidentielles pour autant. Non, ça aboutit à ce que les gens sont resserrés dans leurs moyens financiers. Ça aboutit à une crise, tu vas amplifier la crise économique, et à ce moment-là, si ça se resserre au point de vue économique, les gens descendent dans mais la pas rue. d'ici non, mais ça pourrait jouer sur l'Amérique, mais pas sur la France. En France, c'est trop tôt, c'est demain les élections. Oui, Il ne peut pas y avoir de dégradation économique dans les 2 mois. Pas à ce point-là. Donc, est-ce que tu peux interroger ton guide, ou je ne sais pas qui, pour avoir confirmation
de tout cela. Parce que pour l'instant, d'où ça vient? C'est qu'on va rentrer dans une époque, et tout de suite, dans le règne de l'inattendu iranien, tu vois. C'est-à-dire dans le règne des surprises, des trucs qu'on n'attendait pas. Et je suis pas assez... La crise, on l'attend, de toute façon. Je suis pas assez évoluée, si tu veux, ou peut-être qu'ils me le donnent pas pour pas m'affoler, ou je ne sais pas. Je sens qu'il y a une série de surprises en cascade. Je voudrais poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec ce qui va se passer en Iran, Marguerite? Ça, c'est une des grandes questions qu'on se pose à l'échelle mondiale. Oui, parce que l'Iran, ça m'inquiète beaucoup, je suis bien entendu. Bon, alors ça pourrait provoquer des effets... Ce qui se passe en France va avoir un rapport, parce que la question c'est les Israéliens vont-ils bombarder, oui ou non, les centrales nucléaires iraniennes? Oui, avec tous les effets à côté de ça, oui. Ça pourrait être... Ça nous pend au nez dans les prochaines semaines. C'est pour ça que je dis que c'est... Ah, je suis bien d'accord. Ça, effectivement, ça pourrait... Est-ce que ça a un rapport avec les élections françaises? Pas du tout. Pas du tout. Aucun rapport. Bon, moi, je vois pas. La crise économique, elle est ce qu'elle est. Le fait que tel candidat passe au lieu d'un autre, ça n'a pas une importance non plus énorme. Donc, effectivement, je ne vois pas du tout. On est déjà tellement en pleine crise. Il pourrait y avoir éventuellement je sais pas, un problème avec la Grèce, un problème avec l'Allemagne. Écoute-moi bien, il faut être tout de même très modeste. Regarde à Fukushima, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. À 2 heures, ils étaient là en train de siroter leur café, tranquille, pépère. À 2h30, tremblement de terre. À 2h45, arrive la grosse vague. À 3h, et à 3h30, il n'y avait plus personne. C'est vrai. Et tu comprends, y a certainement des voyants qui ont vu quelque chose qui arrivait, mais ils n'ont pas forcément pu le dire, tu comprends. Tu sens, tu sais, c'est comme un parapluie, tu sens que quelque chose arrive, mais dire avec précision, je ne sais pas. Il y a un certain nombre de fusibles, voilà, c'est ça qu'on me donne au fond. Il y a un certain nombre de fusibles qui risquent de sauter. Tu vois, il y a des fusibles qui risquent de sauter. Et là, les fusibles, on les connaît, on peut très très bien mettre un nom dessus. Tu vois, les fusibles, on les connaît. C'est, premièrement, les questions financières, tu comprends. Moi, tu sais, quand j'ai voulu vendre ma maison à Chevreuse, la banque Lehman venait de déposer son bilan. Des gens comme toi et moi ici, un mois avant, 2 mois avant, on s'y attendait pas tellement, tu comprends. Et du coup, les banques ne voulaient plus prêter aux particuliers pour acheter. Donc j'ai vu défiler des candidats. Ils n'arrivent pas à trouver de crédit. Qui m'ont dit la banque nous refuse notre crédit à cause de l'effondrement de Lehman Brothers. Il n'y avait pas eu que Lehman qui s'était effondré, il y avait eu Fanima et il y avait eu de banques, il y avait eu la Northern Rock en Angleterre, il y avait eu quelques banques qui avaient eu des misères. Bon, alors, il y a des fusibles qui risquent de sauter. La question des banques, là, je vois des banquiers quelquefois très pessimistes, très 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 pessimistes. Tu as un autre problème auquel ne pense personne jamais, c'est la montée constante du prix des denrées alimentaires. Alors on se dit, c'est pour des pauvres pays affamés, c'est pas pour nous. Je suis pas sûre, tu vois, que ça ne... Parce que Casey est formel sur la pénurie alimentaire, qui atteint, d'après lui, qui pourrait, tout ça est conditionnel, atteindre les États-Unis. En tout cas, un pays qui risque pas spécialement d'être touché par la pénurie alimentaire, c'est bien la France. La France est particulièrement bien lotie au niveau agriculture, à tous les niveaux. C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr. Il y a des zones de fragilité, tu comprends. Mais tu vois, quand tu penses que en 1945 et en 1944, Casey écrivait « La fin viendra in this country », qui est les États-Unis. Tu comprends qu'il est un pays tout de même incroyablement grand et riche, avec les grandes plaines et tout ça. Quand il annonce qu'il y aura la fin un jour aux États-Unis, moi je traduisais ça, j'y croyais pas. Et c'était quoi finalement? Il annonçait ça pour cette période maintenant. Ah bon? Ben oui. Or, tu sais que par exemple les États-Unis, tu as lu le livre qui s'appelle Le blé, la faim, la bagnole et nous de Fabrice Nicolino? Non. Il explique que les États-Unis ont converti, et le Canada, toute une partie de leurs terres céréalières en
en soja pour faire du bio, Oui, tu vois, des oui, biocarburants. ça c'est terrible. Oui. C'est au Brésil aussi. Oui. Alors le Brésil, c'est pas c'est un peu le biocarburant, et puis c'est surtout les prairies pour faire du bovin, pour faire de la viande qui se vend beaucoup plus cher que les céréales. Ah, tu comprends, ça, c'est un facteur déstabilisant, et tu as déjà les pays du Maghreb qui sont touchés par l'augmentation énorme. Moi, tu comprends, on parle de la révolte en Tunisie. Je pense que les petites gens, le panier de la ménagère, n'en peut plus que le prix des céréales est tellement augmenté, tu comprends. Alors, il y a des pays où c'est terrible, oui. Mais on ne pense pas à dire que pour les pays du Maghreb c'est terrible, mais les pays du Maghreb sont certainement touchés par ce renchérissement des denrées de base, c'est-à-dire le blé, l'huile, le sucre, des choses comme ça, tu vois. Alors ça, c'est un autre fusible. euh, et puis aussi, il y a les terres pour nourrir les gens se raréfient pendant que la population augmente follement, tu comprends. Ça, c'est quelque chose ça c'est quelque chose, ça c'est certainement quelque chose qui va faire péter. Alors, je sais pas, il y a aussi l'histoire de l'effondrement magnétique qui fait que, qui va nous amener à l'effondrement enfin, à la difficulté d'employer l'électricité. Ça, il paraît qu'il y avait un grand article dans Sciences et Vie là-dessus, et qu'Essil avait déjà dit. Tu sais, on utilise la force électromagnétique, et si le magnétisme terrestre est en train de s'écrouler, on ne pourra plus utiliser la force électromagnétique pour faire du jus, tu comprends. Donc ça, c'est une autre chose. Bon, les troubles sociaux, tu vois, tout de même, on était dans une Europe très calme. Tu as la Grèce, ça pète tout le temps. Tu as l'Espagne, ça a beaucoup pété. Tu as ces émeutes en Angleterre qui ont surpris tout le monde l'année dernière. Tu vois, des émeutes où ils ont tout pillé, les magasins et tout. Les Anglais ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à rattraper la chose. On ne sait pas, tu comprends. On ne sait pas. Voilà ce qui se passe. Mais je reviens sur ce que tu disais. Est-ce que est-ce que les élections présidentielles et législatives vont être perturbées dans leur déroulement par un événement quel qu'il soit, que ce soit des émeutes, que ce soit une crise mondiale? Est-ce que ça va empêcher j'ajoute bien, n'est-ce pas, Marguerite, présidentielle et législative, parce qu'apparemment j'ai l'impression que tu es un peu fâché avec le système français, parce que les législatives, elles ont lieu juste après les présidentielles, et elles n'amènent pas forcément la même majorité que le président. Non, attends, je t'arrête tout de suite. Dans le principe de la radiesthésie, tu prends les choses une par une. Oui. Tu ne peux pas poser des questions sur deux choses. Donc c'est pour ça que Alors, je dis, je peux poser une question sur les présidentielles et il faudra que je repose une autre question. Oui, absolument. J'en avais bien conscience d'ailleurs. Je ne peux pas télescoper. D'accord. Alors donc ma question c'est, est-ce que le résultat des législatives va aller à l'encontre du résultat des présidentielles? Voilà. Ce qui pourrait être un clash entre les deux élections. La réponse c'est non. Non. Bon, alors, non. ça éloigne déjà un très gros problème, ça. Non. Ça veut dire que si le président est à gauche, le Parlement sera à gauche. Si le président est à droite, le Parlement sera à droite. Ouais, ça veut dire. Donc, il n'y aura donc pas de clash entre le Premier ministre, le Parlement et le président. Non. Non. Alors, ce que tu me décris là, c'est pas ça. Donc, voilà. Et néanmoins, tu réitères l'idée que les élections ne vont pas se dérouler comme prévu oui, et comme il est normal qu'elles se déroulent. Ça fait 6 mois que chez moi, dans le silence de chez moi, dans le secret, enfin si tu veux, chez moi toute seule, où il n'y a personne pour me dire « Ah, t'es folle ». Alors je passe le pendule et chaque fois, je tombe sur le même truc. Les élections ne se passent pas comme on prévoit. Point barre. On va essayer de récapituler. Qu'est-ce qu'on prévoit? Normalement, les élections, qu'est-ce qu'on prévoit pour une élection? On prévoit qu'il y ait deux candidats qui arrivent, qui vont se présenter au deuxième tour. Il ne va pas y avoir deux candidats ex aequo, hein, donc qui vont se présenter au deuxième tour. Alors on va reprendre le problème à part. Est-ce qu'il y aura bien au deuxième tour un candidat socialiste et un candidat, est-ce qu'il y aura bien au deuxième tour François Hollande face à Sarkozy? La réponse est non.
Je vais te donner un exemple pour bien te faire comprendre comment ça marche. Tu vas comprendre, parce que je suis pas le bon Dieu, je ne peux pas tout trouver. Tu vois, c'était il y a quelques années, mon attachée de presse Patricia Bornick, elle m'appelle en me disant: Dorothée, je t'envoie au salon du livre de Nice. Elle me dit: je t'ai trouvé un très bon hôtel, je t'ai trouvé un très bon libraire pour que tu ailles signer tes livres, je t'envoie avec une équipe et des auteurs très sympas. Je me suis donné beaucoup de mal pour te caser là-dedans, parce que tu sais, caser un auteur ésotérique parmi les auteurs, la fond, au secours, les auteurs politiques, etc. Tu sais comme ésotérique, c'est pas facile à vendre. Elle me dit: c'est formidable. Ah, je lui dis merci, merci. Et puis je prends la liste des adresses, c'était il y a longtemps, il n'y avait pas internet. C'est il y a longtemps. Je prends la liste des adresses de lecteurs que j'ai dans C'était aux éditions du Rocher. Non, là je te parle de là, c'était la Fond. Ah, d'accord. Tu vois, bien avant, c'était la Fond. La Fond Segers. Oui. Ah oui, c'est ça. Alors, je prends la liste, parce que tu sais, j'avais 40 000 lettres de lecteurs classées par ordre alphabétique, par département, par région. Je prends la liste des électeurs sur la région de Nice, je leur fais un mailing, j'envoie 150 enveloppes en leur disant: j'attire votre attention sur le fait que je vais venir sur le salon du livre de Nice où je serai présente. Et puis là-dessus, je commence à passer le pendule avec la question: est-ce que je pourrais être au salon du livre de Nice à la date prévue? Et chaque fois que je passe le pendule, c'était non. Alors je commence, tu vois, je ne sais pas pourquoi, mais tu vas voir. Alors je commence par me dire, je me dis ça va pas, je refais un deuxième mailing. Et je dis aux personnes: je vous ai écrit pour vous annoncer mon arrivée au salon du livre de Nice, mais renseignez-vous avant parce que c'est pas très sûr. Alors j'appelle mon attaché de presse, je lui dis: Bornick, je ne viens pas au salon du livre de Nice parce que on propose un voyage chez ma meilleure amie en Belgique à ce moment-là. Le salon du livre de Nice, j'y crois pas, donc écoute, tu peux me rayer. Fureur de Patricia. Oui, tu comprends l'auteur qui refuse de faire la promo, dit: oui, on se décarcasse pour toi, pour t'envoyer dans des salons, pour te faire ta promo, et tu refuses de jouer le jeu, tu es une traîtresse, tu es un mauvais auteur, tu me fais travailler pour rien, gna 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 gna. Elle m'insulte pendant une demi-heure. Je lui dis: Patricia, j'ai un pendule négatif. Alors, je vais croire mon pendule, parce que ça fait peut-être 30 ans que je fais du pendule, un pendule négatif, je me crois moi-même. J'adorerais aller au Festival du livre de Nice, mais ça tourne négatif. Bon, alors elle me raccroche au nez, on est brouillé. Alors, puis je me sentais coupable. Je pars ailleurs, ou en vacances, ou je sais pas où. Et puis alors, au mois d'août, je me dis: bon, la brouille, ça suffit. J'appelle mon attaché de presse et je lui dis: Bornick, comment c'est-elle, salon du livre de Nice? Parce qu'entre-temps, elle avait fait je ne sais combien d'autres salons, elle avait oublié. Ah, mais elle me dit: t'aurais pas pu venir de toute façon? Ah, je dis: bon, pourquoi? Mon pendule avait raison, mais pourquoi? Elle m'a dit: parce que le libraire chez qui tu devais signer avec quelques-uns de nos auteurs, il a déposé son bilan quelques jours avant le salon. Alors il nous a prévenus et j'ai décommandé tous les auteurs. Et tu aurais été décommandé aussi. Alors tu vois, voilà le pendule qui m'a indiqué. Elle aurait pu te le dire quand même. Après coup. Oui. Mais avant, elle ne le savait pas. Mais après. Ah non, non, elle faisait la gueule. Enfin, comme c'était quand même dans ton sens, elle aurait pu quand même avoir la même... Non, mais trop orgueilleuse pour reconnaître que mon pendule avait raison et que je ne m'étais pas plantée, que j'avais parfaitement eu raison, tu comprends? Bien trop orgueilleuse, tu vois, c'est pas... Ça demande qu'on ait beaucoup effacé son ego pour dire bon, bah écoute, je m'étais trompé, c'est toi qui avais raison. Oh non, tout de même pas. Bon, alors tu vois, c'était ça. Alors pour les élections, c'est pareil. Je vois un résultat, mais je n'en vois pas les causes. Tu comprends, c'est comme pour le salon du livre de Nice. Je le voyais annulé, mais te dire pourquoi, je ne savais pas. J'imaginais pas qu'elle m'avait mis chez un libraire qui était qui allait bientôt être en cessation de paiement et qu'elle allait déposer son bilan quelques jours avant le début du salon, tu comprends? Tu vois, alors pour les élections, c'est pareil. Je vois que ça ne se passe pas comme prévu. Te dire la cause,
Tu vois, c'est comme pour le salon du livre, c'est quelque chose de très logique, mais je ne sais pas quoi.